Nos invités sont toujours avec nous pour la suite de Regard croisé. Germain Pouli, il est journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Joachim Italaké, journaliste également, directeur de publication de Afrique Plume. Le doyen Fioclo Adanglenou, directeur de publication de L'Enquêteur. On va prendre la direction du pays oliverdé. Luis Ignacio Lula da Silva a été officiellement investi dimanche en tant que 39e président de la République du Brésil après avoir prêté serment au Congrès en l'absence de son prédécesseur Jair Bolsonaro, vainqueur du deuxième tour présidentiel le 30 octobre dernier avec 50,9% des voix contre 49,1% pour Bolsonaro. Le leader progressiste entame ainsi son troisième mandat présidentiel après avoir gouverné entre 2003 et 2010 en présence d'une cinquantaine de délégations étrangères, dont 17 chefs d'État. On va écouter le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva. On revient pour les analyses. Avec la force du peuple et la bénédiction de Dieu, nous reconstruirons ce pays. Vive la démocratie, vive le peuple brésilien. Nous révoquons les décrets élargissant l'accès aux armes et aux munitions qui ont causé tant d'insécurité et tant de mal aux familles brésiliennes. Le Brésil ne veut pas et n'a pas besoin d'armes dans les mains du peuple. Le Brésil a besoin de sécurité. Le Brésil a besoin de livres, d'éducation et de culture pour que nous puissions être un pays plus juste. Para que a gente possa ser país mais justo. Et Joachim Italaké, c'est la première fois depuis la dictature que le président prête serment, en l'absence, il faut le dire, de son successeur, de son prédécesseur, j'allais dire. On dit que quelque chose commence quelque part. Et Lula, le président Lula aujourd'hui est acclamé et vous allez constater que il est aimé au plus profond par le peuple qui ne cesse de scander son nom pour ainsi revenir sur l'historique de sa présidence de 2003 à 2010. Vous savez ce qui fait que ce président a acquis le cœur du peuple brésilien, c'est justement parce qu'il a su toucher des points sensibles de la masse populaire. Je parle ainsi de deux programmes sociaux qu'il a pu mettre en place, appelés programme Fin Zéro, et la bourse familiale qu'il a eu à mettre en place, même si ces deux projets sociaux étaient suivis quand même de certaines conditions qu'on pouvait qualifier des moindres. Vous comprendrez qu'un président qui arrive à toucher la sensibilité des personnes qui n'arrivent pas à manger, qui arrive à mettre en place un système qui permet à quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts de manger à sa faim, celui-là qui pense à un peuple qui est abattu, qui ne trouve pas vraiment ce qu'il doit manger pour vivre, je pense que ce président mérite toute l'approbation de tout, parce que le Brésil aujourd'hui a près de 215 millions d'habitants et ces 215 millions, je pense que il y a la pauvreté extrême. Tout à fait. Et je pense que ces deux programmes sociaux qu'il a su à mettre en place au cours de ces deux mandats précédents ont fait de lui ce président exceptionnel. C'est ce que n'a pas pu faire donc le président sortant qui malheureusement a choisi la porte de fuite et laissant ainsi l'histoire le rattraper. Je trouve ainsi que c'est seulement ces deux programmes-là qui ont fait aujourd'hui que ce président a été accueilli à bras ouverts, malgré qu'il y ait quand même eu des soupçons de corruption liés à sa présidence. Et qui l'ont amené même en prison. En prison, même si le juge qui était au contrôle de l'affaire a été jugé partial. Je pense que son Excellence Lula mérite vraiment toute l'attention du peuple brésilien pour qu'on puisse l'accompagner dans ses projets sociaux afin de pouvoir sortir le peuple brésilien qui ne devrait pas souffrir de ces souffrances les plus atroces qu'on ne qualifie pas aujourd'hui. Alors Germain Pouli, il a dit deux programmes qui ont su peut-être jouer dans la balance.
Mais avec 49,1% des voix pour Jair Bolsonaro, on voit une bipolarisation de la vie politique de ce pays. Oui, tout à fait. J'allais dire que Lula n'est pas aussi populaire que ça. Les sondages le montraient largement vainqueur. Ouais. Mais la réalité a montré un pays totalement divisé en deux. Le Brésil des pauvres qui a voté Lula et le Brésil des classes moyennes qui a voté donc Bolsonaro, qui est un président dont le mandat a permis l'émergence des classes moyennes. Donc chacun voit celui qui a travaillé pour lui. Donc pour les pauvres, il y a eu des projets sociaux, comme le disait Joa, et ça arrange. Pour les autres, le pays est sur une embellie économique où il faut encourager ceux qui travaillent et permettre la montée d'une classe moyenne beaucoup plus importante. Et quand vous voyez ces deux Brésil, c'est donc de justesse que Lula l'a remporté parce qu'ils sont pratiquement presque 50% chacun. Ouais. Donc c'est pour ça que Lula a contesté l'élection, c'est pour ça que les partisans de Lula aussi ont contesté violemment cette élection et je comprends aussi son absence, même si c'est pas fair play. Je pense que son absence, sa présence justifierait sa défaite, alors qu'il est toujours en train de contester. Donc c'est cette défaite-là, parce que vraiment c'était juste, il n'y a pas un écart important. Il faut qu'on sache que l'un a suffisamment dépassé l'autre et que même si on parle de fraude, c'est dans une proportion insignifiante. Donc aujourd'hui, Lula a gagné, Bolsonaro a perdu, mais presque avec la même majorité, presque. Ça veut dire que Lula ne peut pas, s'il veut réussir, ne peut plus diriger comme il l'avait dirigé avant. Même au niveau du Sénat et autres, c'est Bolsonaro. Voilà, parce que le pays a une autre option et que le camp Bolsonaro représente une force dans le pays. Donc je ne crois pas qu'il serait sage et important pour lui d'appliquer son programme de campagne intégralement. Il doit le revoir pour tenir compte de cette moitié de Brésiliens qui n'ont pas voté pour lui. Et donc aujourd'hui, c'est comment faire une sorte de mixture de son programme et de celui de Bolsonaro. J'ai écouté tout à l'heure son discours, il disait que les Brésiliens n'ont pas besoin d'armes, ils ont besoin de nourriture, c'est vrai. Mais en même temps, les Brésiliens aussi ont besoin de se défendre. Et Bolsonaro aussi a montré qu'une bonne partie des Brésiliens aussi étaient plus préoccupés aussi par la question sécuritaire et que Bolsonaro sur ce terrain avait quand même apporté certaines solutions, même si elles ne sont pas approuvées à 100%. Donc je crois que c'est un Brésil qu'il faut réunifier. C'est un Brésil qui a des besoins différents dont il faut pouvoir en tenir compte. Il ne s'agit plus de gouverner pour un pays des pauvres, comme l'avait fait Bolsonaro au cours de ses deux précédents mandats. Mais pour ce troisième mandat-là, je pense qu'il gagnerait à revoir en fond son programme de campagne, parce que ce n'est pas celui-là qui a séduit une large majorité des Brésiliens. Ça a été une victoire étriquée, tirée sur le fil, et pour laquelle justement Bolsonaro n'est pas d'accord. Mais en tant que président sortant, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait libérer la voie, mais il aurait pu autrement faire plutôt que de voyager. Il est parti en Floride. Il est parti aux États-Unis au moment où se tient cette cérémonie-là. Il aurait pu être fair-play et souhaiter au moins un bon succès à Lula, même s'il ne reconnaît pas sa défaite. Il est parti en Floride. Pour certains médias, il va faire 3 mois. Et puis revenir dans son pays. Doyen Fiocreux, il va revenir, Jair Bolsonaro. Moi, je pense qu'il a fait un faux bond. Il devait, après la proclamation des résultats, passer le coup de fil au nouveau président pour exprimer son fair play. C'est une manière de reconnaître la victoire de Lula da Silva, mais il n'a pas reconnu. Bolsonaro est une copie conforme de Trump. Les États-Unis, même pipe, même tabac. C'est une photocopie conforme.
Moi, ce qui m'a plu dans cette élection brésilienne, c'est que 2 semaines avant, on a dit que Lula passerait au premier tour. Il n'y aura pas de deuxième tour, qu'il a une longueur d'avance, etc. Or, même s'il y a deuxième tour, on dit que au deuxième tour, ce sont les deux. Ouais. Au sprint final, c'est 50 et 49, comme vient de le dire Germain. À peu près quelques 1000 voix. Ce qui veut dire que Lula a été élu par la moitié des Brésiliens compte tenu de sa politique social-démocratie, environnement et besoins alimentaires. Certes. Mais Bolsonaro, au niveau de son administration, a favorisé la classe moyenne et les plus nantis. Il a entraîné la déforestation. Ouais, on a beaucoup parlé de cela sur le plan international. Sur le plan international, le Brésil a été dénoncé sur ce point. Mais au niveau des activités relatives à l'économie, il a fait un effort quand même. C'est là où vous dites qu'il ressemble à Trump, hein, parce que Trump aussi a apporté économiquement aux États-Unis d'Amérique. La déclaration qu'il vient de faire au niveau après son passage au Congrès, les gens ont applaudi. Maintenant, le problème, c'est qu'il a nommé un de ses proches ministre de l'économie et des finances. Ministre de l'économie et des finances. Ah, ce sont des postes clés. Il faut avoir... Peut-être Germain serait président. Il peut me nommer ministre de l'économie et des finances. Bon, moi, il y a 5 postes ministériels qui sont confiés à ses amis. C'est là où moi j'ai mis un point d'interrogation. Parce que ces postes, ce sont des postes sensibles. Et quand tu mets un de tes amis là-bas, c'est pour bien manger. Peut-être qu'on a confiance également aux amis. Le Brésil oui, en Amérique latine, est l'un des pays les plus violents, est un peu corrompu. Ce qui veut dire que Lula même, là où il est, il faut qu'il soit bien gardé. Parce qu'il peut y avoir un tireur isolé qui puisse atteindre sa personne. Parce ça va créer quand on a gagné le président sortant, sortant, il y a un groupe d'hommes qui ont occupé la rue pendant des jours parce qu'ils n'étaient pas contents de la défaite de leur mentor. Donc le problème sécuritaire autour du président Lula doit être renforcé. Le Brésil, on ne sait pas qui est qui. Un matin, on tue tout un village, on tue tout un quartier. Les forces de sécurité et de défense, ils font la même chose. Ce qui veut dire qu'il est assis sur une poudrière là-bas. Il est élu. Son premier mandat, moi, je l'ai apprécié. Il n'a pas permis aux gens de bouffer. On a monté des complots, on l'a mis en prison. Et les juges ont trouvé que c'est du pur mensonge. Et on l'a libéré. Il est revenu. Mais en Afrique et dans le monde entier, quand on te prend injustement pour des causes non justifiées, tu reviens on a de l'aura. Et c'est pourquoi il est revenu. Il est revenu aussi peut-être pour régler les comptes. Vous voyez Luis Ignacio Lula da Silva faire ce qu'on lui a fait à Jair Bolsonaro, par exemple. Non, je pense qu'il doit avoir quand même l'esprit de Nelson Mandela pour ne pas en vouloir à quiconque. Et surtout parce qu'il a vraiment de lourdes responsabilités qu'il attend et qu'il n'aura pas raison de jouer à la chasse aux sorcières. Je trouve que ce président doit beaucoup plus réfléchir. Mais s'il y a des dossiers pendant plutôt, ce n'est pas son problème, c'est la justice qui fera le travail, Joachim Italaki. Tout à fait. Vous savez, dans chaque gouvernance, il y a quand même des dossiers qui sont soit politisés, et donc il y aura quand même, il doit avoir cette sagesse-là de pouvoir faire le discernement entre les dossiers qui sont purement politiques et voir comment décrypter la situation pour ne pas encore plus enfoncer. Parce qu'il a dit, même dans son discours d'investiture, il a dit qu'il sera président de tous les Brésiliens, y compris ceux qui ne l'ont pas élu que ceux qui l'ont élu. Donc je pense que ce discours suffit largement pour qu'on puisse vraiment le juger de président rassembleur, et ce qui permettra quand même de faire des avancées en termes de l'économie du pays. Parce que si vous l'entendez bien, vous allez voir que ce président ne sera pas là que pour bandiner, mais reprendre toutes les réformes laissées en suspens et permettre quand même
aux Brésiliens de retrouver leur force et leur énergie économique. Alors, on parle de 17 chefs d'État qui étaient présents au Brésil pour cette cérémonie, une forte délégation. Germain Pouli, Lula, c'est quand même, il faut le préciser, l'homme d'ouverture, l'homme qui est accroché à l'Afrique et au monde entier par ses approches. Oui, tout à fait. Le Brésil, c'est une puissance émergente. On a parlé des BRICS, donc avec le Brésil comme l'un des pays qui forment l'ossature de cette nouvelle coalition de pays qui se disent émergents, mais en réalité qui sont déjà assez fortement riches et industrialisés. Et donc, je crois que la place du Brésil, déjà dans le débat écologique, avec la forêt amazonienne, là, c'est déjà le cœur du monde, hein, le Brésil. En plus de toutes les autres ressources sur le plan agricole et autres, c'est une puissance. Et il était donc normal, vous avez vu à son élection avant même qu'il ne prête serment, la COP 27 a fait l'effort de l'inviter exceptionnellement avant qu'il ne soit président, c'est dire tout l'intérêt. Donc le Brésil représente pour le monde et donc cette affluence de ces présidents-là et de toutes ces dizaines de délégations pour la prestation explique un peu ou vient témoigner de l'intérêt que sa présidence représente pour le monde entier. Donc on attendra, on espère qu'il va jouer sa partition, on espère que l'ordre mondial qui est en train d'évoluer un peu avec la prise en compte des besoins et des exigences des pays les plus pauvres, dont ceux d'Afrique, peut compter sur le Brésil dans ce sens. Et ce président qui est décrit comme un président des pauvres, donc sans doute un cœur plus proche de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique recevra du Brésil? Qu'est-ce que l'Afrique donnera aussi en échange? Il faut que le continent se prépare aussi pour profiter de cette présidence Lula. Allez, on va marquer, si vous le permettez, la dernière pause. On revient pour la suite et la fin de l'émission.